Les catastrophes naturelles affaiblissent les fondements de notre économie. Cela représente 2% de l'économie mondiale chaque année. Notre estimation concerne ce qui est menacé à ce jour et cela équivaut à presque $1 milliard. Nous avons besoin de $50 000 par personne pour les déplacer et les mettre en sécurité. Cela fait $1 milliard. Nous devons redéfinir le PIB non seulement comme un produit intérieur brut, mais comme un produit intérieur environnemental. L'Asie et le Pacifique sont les régions du monde les plus exposées aux catastrophes naturelles. Dans certaines régions du Pacifique, le niveau de la mer monte de plus de 8 mm par année. Depuis 15 ans, dans la mer d'Oman, les cyclones sont de plus en plus fréquents et violents. La Banque mondiale prédit une facture annuelle de $68 milliards avant la fin du siècle. Les changements climatiques s'expliquent par des variations habituelles, mais également par le réchauffement global. Depuis 1880, la température moyenne a augmenté de 3/4 degré et les scientifiques prédisent qu'elle devrait encore augmenter de 2 à 4 degrés d'ici la fin du siècle. Les gaspillages de notre capital naturel sont peut-être moins dramatiques, mais tout aussi coûteux. Poissons, terres arables, forêts, eau potable, air pur. Notre voyage nous emmène au Vietnam, aux Philippines, en Inde et sur les îles Kiribati dans le Pacifique, où nous découvrirons que parmi ces 1,8 milliard de personnes qui vivent à moins de 100 km du bord de mer, certaines cherchent de nouveaux moyens de lutter contre les catastrophes naturelles et celles provoquées par l'homme. Aux îles Kiribati dans le Pacifique Sud, la montée du niveau de la mer est inéluctable. Le gouvernement se prépare à évacuer 100 000 habitants qui vont être privés de leurs terres. Selon le président de Kiribati, l'objectif est de migrer dans la dignité. Son vœu est d'éviter que les insulaires deviennent des boat people errant sur le Pacifique. L'axe principal se situe au niveau de l'éducation et la formation, afin que les habitants de Kiribati soient qualifiés pour faciliter l'accueil dans d'autres pays. Notre stratégie est d'éduquer notre population, de la former, afin que les gens puissent être des immigrés plutôt que des réfugiés. C'est important de comprendre cela, et il est important d'agir selon une politique déjà pratiquée dans d'autres pays. Kiribati est un archipel qui s'étend sur plus de 3,5 millions de kilomètres carrés d'océan. 32 petits atolls coralliens et une île sont habités. L'île de Tarawa est la capitale. Son point le plus élevé est seulement à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si le réchauffement climatique global atteint sa prévision maximale, soit une augmentation de 4 degrés avant la fin du siècle, Tarawa sera totalement immergé, si l'on en croit un rapport financé par le gouvernement chinois. Eria Maerere a 65 ans. Il a vécu presque toute sa vie à Tarawa. Son village, au bord de mer, est protégé par un solide mur de 2 mètres, mais il y a 2 ans, celui-ci s'est rompu lors d'une tempête. C'est triste, parce que les gens s'en vont, abandonnent leur maison. C'est ici que le mur s'est brisé. Il a laissé l'eau entrer, et vous voyez maintenant, il n'y a qu'un grand canal ici et rien d'autre. Il s'est brisé il y a 2 ans. Avant, il y avait des maisons partout. Il n'y en a plus. Cette famille, ici, est partie. Vous voyez, il n'y a plus que ce grand canal qui amène l'eau. Notre seul espoir est le bon Dieu. Comment peut-il nous aider dans cette situation ? La seule solution serait de construire des murs de plus en plus hauts et de plus en plus forts. Mais avec des ressources limitées, il faut protéger en priorité les infrastructures.
Ce mur en construction doit protéger l'aéroport de Tarawa, alors que la plupart des villageois doivent se débrouiller pour construire leurs murs, ce qu'ils font tant bien que mal. Comme ils le font sans concertation ni méthode, un seul maillon faible peut signifier l'inondation pour tout le monde. Nous n'avions pas ce genre de problème il y a 30 ou 40 ans. À présent, c'est évident que l'eau monte petit à petit. Et les gens commencent à s'inquiéter. La plupart des pays pensent qu'il suffit de reculer dans les terres, mais eux ont des montagnes. Ce n'est pas notre cas. Si nous reculons, nous arrivons de l'autre côté de l'île. Les problèmes de Kiribati ne s'arrêtent pas au niveau de la mer. Comme elle est l'île la plus développée de l'archipel, Tarawa attire les migrants qui viennent des autres îles. Avec 36 000 résidents, la densité de population au sud de l'île est de 10 000 habitants par kilomètre carré, l'une des plus fortes au monde. Même si de nombreux migrants vivent entre les vieilles épaves dans des huttes de fortune, c'est une amélioration de leurs conditions de vie. Je suis venu ici car Tarawa est la capitale. Et des choses se passent ici. Il y a aussi une bonne école pour mes enfants. Pour moi, si j'ai besoin d'argent, il y a plein d'emplois. Et lorsque je pêche, je peux gagner de l'argent facilement en vendant mes prises. La population grandit rapidement et Tarawa ne peut répondre à toutes les demandes. L'approvisionnement en eau douce s'amenuise et l'eau salée contamine les puits. Peleni Zalofa dirige une ONG locale. Le problème auquel nous devons faire face est la contamination. Nous devons nous assurer que notre eau ne soit pas contaminée. S'assurer que la salle de bain n'est pas proche du puits, que les déchets ne polluent pas le sol autour du puits. À présent, avec les changements climatiques, la contamination est due à la montée du niveau de la mer. Quand la marée monte, ce puits devient salé, bien plus salé qu'il ne devrait l'être. La plupart des puits ne peuvent plus être utilisés pour l'eau potable. Le gouvernement a donc mis en place un système où l'eau est récoltée via un tuyau. Et vous êtes supposé collecter l'eau là-dedans avec ce seau, un seau propre. Et ça dure environ 1 heure, tous les 2 jours. Cela remplit 2 gros containers. L'approvisionnement atteint ses limites, la surpopulation est directement en cause. Si nous avons 5 personnes en plus dans cette famille, les 2 seaux d'eau ne seront pas suffisants. Notre estimation concerne ce qui est menacé à ce jour et cela équivaut à presque $1 milliard. Kiribati a entamé des approches vers les États voisins afin qu'ils accueillent sa population. Seule une réponse lui est parvenue d'un pays tout aussi pauvre. J'ai reçu une offre de Timor-Est, mais le président n'a pas donné suite. Et j'attends la réponse. Il a porté la question devant son Parlement, mais à part cela, je n'ai pas d'autre offre. Le gouvernement est déterminé à ce que sa population ne se retrouve pas apatride. Le peu de ressources à disposition est alors divisé afin d'aider la population à obtenir les qualifications et compétences que demandent les pays riches. Kautuna Kaitara est le directeur du programme d'adaptation de Kiribati, mis en place en 2005. Nous souhaitons que nos habitants soient éduqués et puissent assimiler le nouvel environnement dans lequel ils vont se trouver, peut-être en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Ils doivent être qualifiés afin de trouver un emploi, ne pas être considérés comme des réfugiés de seconde classe. Nous ne voulons pas être des réfugiés des changements climatiques. Nous voulons migrer dignement. Il existe un centre de formation pour la marine qui forme 70 personnes par année. Les diplômés ont des emplois qui les attendent sur des navires étrangers. Voici le simulateur du pont. C'est là que les étudiants peuvent apprendre à naviguer. La compétition pour les places de l'école est féroce, car la formation assure aux diplômés de très bonnes perspectives de carrière,
Plus de la moitié trouvent un emploi en mer. Le commerce et les affaires offrent également des débouchés. Lorsque ma famille a appris que j'avais réussi l'examen d'entrée, ils ont été vraiment très heureux. Ils m'ont dit de continuer à travailler dur, car à présent, des opportunités s'ouvrent pour l'avenir. La discipline est stricte. Lorsque les étudiants quittent le campus pour le week-end, ils doivent revenir à l'heure. Lorsque les bateaux sont retardés au port, cela coûte beaucoup d'argent à la compagnie. Donc, si un des étudiants arrive 15 minutes après 20h30 le dimanche, il est immédiatement renvoyé. Il n'y a pas que les jeunes hommes qui bénéficient d'opportunités d'emploi. À l'hôpital de Lille, un nouveau programme de formation garantit aux infirmières d'obtenir les mêmes qualifications que si elles étaient formées en Nouvelle-Zélande. Après 3 ans, elles obtiennent leur diplôme d'infirmière et peuvent travailler à Kiribati. Si elles le désirent, elles peuvent émigrer en Nouvelle-Zélande, à Fidji ou en Australie, sans problème au niveau des qualifications. Elles ont le niveau, elles n'auront pas de problème lors de l'immigration. Le président de Kiribati espère que la perspective d'une catastrophe humanitaire, d'une nation entière se retrouvant sur la mer, va inciter la communauté internationale à investir dans une infrastructure qui permettrait d'arrêter la montée des eaux. Les gens ressentent une menace, une insécurité. Et la question véritable est, avons-nous un avenir ? Nous voulons croire qu'il est possible de rester encore des décennies sur ces îles. Mais dans la situation actuelle, cela ne pourrait être possible qu'avec de sérieux investissements, des ressources que nous ne possédons pas. Dans le nord-ouest de l'Inde, le Gujarat est l'un des États les plus riches et l'un de ceux qui se développent le plus rapidement. En 2010, son PIB a augmenté de plus de 11%. L'agriculture est en plein boom, progressant du double de la moyenne nationale. Elle augmente de 10% par année et le revenu de l'industrie de la pêche était estimé à 650 millions de dollars en 2009. Mais les communautés d'agriculteurs et de pêcheurs sont exposées aux catastrophes naturelles. Entre 1995 et 2007, la fréquence des cyclones dans la mer d'Oman a été multipliée par 5 par rapport aux 25 années précédentes. Au Gujarat, plus de 50 000 familles vivent de la mer. Ici, à Kutch, dans le nord du Gujarat, les pêcheurs font plus de 5 km pour atteindre les bateaux lors de la marée basse. Bharat Patel travaille pour l'organisation de l'assistance aux pêcheurs, la MAS. Il rend visite aux pêcheurs Kamisha Ali Bouchad à son refuge, sur l'une des dunes de sable qui longent la côte. Kamisha n'oubliera jamais la tempête de 1998, qui a enlevé la vie à 10 membres de sa famille. J'ai perdu ma mère, mon père, mon fils, mes neveux et d'autres membres de ma famille. On a vu beaucoup de tempêtes dans notre vie, mais un tel cyclone, c'était la première fois. L'augmentation de la violence des tempêtes n'est pas la seule menace. En parallèle à l'économie traditionnelle, le développement industriel est mal maîtrisé. Ici, à Badwechar, sur 60 km de côte, des criques sont aménagées et les mangroves sont supprimées. Si cette situation perdure, nous n'aurons pas d'avenir. La manière dont le gouvernement développe l'industrie signifie qu'un jour, toute notre communauté va disparaître. On ne pourra plus pêcher et nous n'aurons plus de moyens de survivre. Pour l'officier de Fishermen's Welfare, Bharat Patel, la croissance économique rapide qui se déroule sur les côtes du Gujarat fait payer un lourd tribut aux communautés de pêcheurs. La population de pêcheurs subit 2 effets. Premièrement, la catastrophe de l'industrialisation créée par l'homme affecte la zone d'expansion des marées.
La création de canaux a eu pour conséquence la perte de leur zone de pêche traditionnelle. Et ensuite, la pollution industrielle a nui aux poissons. Les prises diminuent drastiquement. La vulnérabilité des familles de pêcheurs est accentuée par le manque d'infrastructures de base. Les paroles de cette chanson disent que tous les citoyens ont droit à l'éducation et à des provisions d'eau potable. Pourquoi le gouvernement n'a rien fait pour le peuple de pêcheurs? Il n'y a pas d'eau potable, pas de route praticable, pas d'école à proximité, pas de centre médical. Nous sommes privés de nos droits. Le manque d'eau potable contraint les femmes à passer la moitié de la journée à aller chercher et porter l'eau depuis le puits le plus proche, distant de 4 km. Amit Garg est professeur à l'Institut indien de management. Ils n'ont pas d'eau potable courante. Ils doivent marcher 4 km pour trouver de l'eau. L'enfance des filles est gâchée, car elles passent leur temps à aller chercher de l'eau et du bois. Elles n'ont pas le temps d'aller à l'école. Il leur faudrait un approvisionnement basé sur un bon modèle de développement pour les rendre autonomes. L'Inde a adopté des lois environnementales afin de fournir un tel modèle, qui a pour objectif le renforcement de la croissance économique par le biais de la protection de l'environnement. Mais comme le souligne le ministre indien de l'Environnement, sa bonne marche est tributaire de l'État et des autorités locales. Dans le domaine de l'environnement et des forêts, il est vrai que les lois sont nationales. La loi sur la conservation de la forêt est nationale. Les lois sur l'eau et la pollution le sont également. Elles sont adoptées par le Parlement. Mais leur exécution dépend des gouvernements et des États locaux. Nous avons donc besoin d'un système qui encourage les bonnes performances environnementales des États et pénalise les mauvaises. Nous n'avons pas de tel système aujourd'hui, et c'est un grand défi. Voici le Grand Rann de Kutch, un immense désert salé qui s'étend sur 30 000 km² du Gujarat au Pakistan. Ici, la seule eau potable est l'eau de pluie. À 10 km de la limite du désert, le village de Dorodo était sur le déclin. Les jeunes quittaient cette terre aride en quête de travail. Mais à présent, le village prospère grâce à la récolte d'eau de pluie, un moyen de se développer malgré des conditions difficiles. La récolte d'eau de pluie a contribué à stopper l'émigration. À présent, nous avons de grands réservoirs et nous avons créé un grand lac. Un grand lac au milieu duquel se trouve un puits qui fournit de l'eau aux villageois grâce à une pompe solaire. Les pluies de la mousson sont canalisées vers le réservoir qui ensuite approvisionne les cuves de stockage. Ces cuves fermées évitent l'évaporation. Elles permettent de distribuer l'eau dans les maisons lors de la saison sèche. La mise à disposition de l'eau a complètement changé la vie de la population. La révolution a commencé à petite échelle et à présent, elle s'étend à tous les villages. Nous pouvons vraiment voir que l'accessibilité de l'eau a changé la vie des gens. De nombreux touristes viennent pour voir le désert blanc et c'est probablement dû aux installations qui permettent d'avoir de l'eau. C'est dans les villes que la course à l'industrialisation a généré le plus de pollution. Voici la plus grande ville de l'État, Ahmedabad. Il y a 10 ans, Ahmedabad était la 4e ville la plus polluée en Inde. Aujourd'hui, les choses ont changé. Un système de transport public par bus rapide et le passage du diesel au gaz naturel, le GNC, ont transformé la réputation de la ville. Auparavant, la ville faisait partie des 4 villes les plus polluées du pays. Aujourd'hui, elle est en 68e position. Et ceci parce que le gouvernement du Gujarat et la population d'Ahmedabad ont décidé d'agir dans un effort commun. Et ceci permet également de préserver l'environnement. Tout ceci à un prix abordable. Les bus roulent sur des pistes réservées. Ils fournissent un moyen de transport rapide et bon marché
qui incite les passagers à laisser leur voiture à la maison. Les bus réduisent donc la pollution. Le service de bus rapide d'Ahmedabad a remporté la récompense pour les transports écologiques en 2010 et est cité comme modèle à suivre pour d'autres villes. Mais pour le ministre Ramesh, le défi est de générer le changement des modèles de développement à travers tout le pays, qui compte plus d'1 milliard de personnes, et pas seulement au Gujarat. Le syndrome d'une croissance économique aveugle, c'est croître aujourd'hui, le payer demain. C'est ce qu'ont fait les États-Unis, ce que la Chine est en train de faire, et nous ne voulons pas reproduire cette trajectoire. Nous voulons changer pour une croissance plus propre et plus écologique. Je pense que l'un des avantages d'une croissance tardive, comme en Inde, c'est qu'elle permet de ne pas reproduire les erreurs commises par les autres pays. Les catastrophes naturelles affaiblissent les fondements de notre économie. Cela représente 2% de l'économie mondiale chaque année. Notre estimation concerne ce qui est menacé à ce jour et cela équivaut à presque $1 milliard. Nous avons besoin de $50 000 par personne pour les déplacer et les mettre en sécurité. Cela fait $1 milliard. Nous devons redéfinir le PIB non seulement comme un produit intérieur brut, mais comme un produit intérieur environnemental. L'Asie et le Pacifique sont les régions du monde les plus exposées aux catastrophes naturelles. Dans certaines régions du Pacifique, le niveau de la mer monte de plus de 8 mm par année. Depuis 15 ans, dans la mer d'Oman, les cyclones sont de plus en plus fréquents et violents. La Banque mondiale prédit une facture annuelle de $68 milliards avant la fin du siècle. Les changements climatiques s'expliquent par des variations habituelles, mais également par le réchauffement global. Depuis 1880, la température moyenne a augmenté de 3/4 degré et les scientifiques prédisent qu'elle devrait encore augmenter de 2 à 4 degrés d'ici la fin du siècle. Les gaspillages de notre capital naturel sont peut-être moins dramatiques, mais tout aussi coûteux. Poissons, terres arables, forêts, eau potable, air pur. Nous allons aux Philippines et au Vietnam, où nous verrons comment les communautés se préparent à une vie plus extrême. Le 11 mars 2011, sur la côte nord-est du Japon, un tremblement de terre d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter a causé un terrible tsunami dont les vagues ont mesuré plus de 20 mètres. 3000 km plus loin, aux Philippines, le bureau du gouverneur de la région d'Albay recevait une alerte au tsunami. Le niveau 2 de l'alerte au tsunami signifie l'estimation d'une vague d'1 mètre qui est supposée atteindre la côte entre 17 et 19 heures ce soir. On a reçu la première alerte à 2h30. Lorsque le niveau est passé à 2, nous étions prêts à déclencher une évacuation immédiate. Cette fois, le tsunami de 2004 qui avait causé la mort de 250 000 personnes dans les pays bordant l'océan Indien ne s'est pas reproduit. À Albay, dont la population compte 1,2 million d'habitants, les mesures d'urgence mises en place démontrent que les leçons du tsunami indien n'ont pas été oubliées. Les Philippines, l'un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles. Albay, en raison de son activité volcanique, est l'une des régions les plus vulnérables. Les typhons, inondations, éruptions volcaniques, tremblements de terre et glissements de terrain y sont fréquents. Les catastrophes minent l'économie des Philippines. Elles représentent un coût de 350 millions de dollars chaque année. En 2006, le super typhon Reming avait atteint Albay et causé la mort de 600 personnes. Le qualificatif de super lui a été attribué en raison de ses vents qui ont atteint 240 km/h et plus de 466 mm de pluie sont tombés en seulement 24 heures. Des inondations très rapides et dévastatrices, ainsi que des glissements de terrain ont causé de lourdes pertes. Ce fut une destruction dramatique. Il n'y a pas de mots. La mort était partout. Les inondations, des débris volcaniques mesurant 6 à 10 mètres ont tué des personnes.
Elles étaient brûlées vivantes. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Partout où j'allais, je voyais la mort. Raïd Barcia est photographe de presse. Elle a couvert l'événement pour le Manila Times. Pendant les opérations de secours, j'ai vu un père et son fils se tenir dans les bras sous la terre. Cette catastrophe est inoubliable. Alors que les sceptiques minimisent le lien entre le réchauffement climatique et l'augmentation de catastrophes naturelles extrêmes, les habitants d'Albaï sont convaincus des changements de leur climat. Il y a 30 ans, la météo était différente. Aujourd'hui, les typhons sont plus violents. Le temps est imprévisible. Il est devenu dangereux d'aller pêcher. Le gouverneur d'Albaï, Joe Salceda, est le promoteur d'une politique zéro mort. Son administration a mis en place une approche qui vise 2 buts, évacuer la population plus rapidement et plus sûrement. Le maintien de notre objectif de perte zéro constitue un des principaux avantages d'Albaï. Dès qu'une alerte survient de niveau 1, qui est forte et devrait nous atteindre, nous évacuons. Parce que si vous évacuez au milieu de la catastrophe, ce n'est plus une évacuation, c'est un sauvetage. Le super typhon Reming a démontré la nécessité d'un réel investissement régional dans la préparation aux catastrophes. Le gouverneur Salceda est convaincu que pour cette raison, l'économie locale a augmenté de 8%, alors que l'économie nationale stagne. Ne rien faire coûte 3 fois plus cher que d'agir, même si ce coût est caché. La logique de l'adaptation économique, c'est qu'elle permet le développement même lorsque le risque est présent. C'est ce que nous avons constaté à Albaï. Grâce à nos investissements dans l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophes, et malgré les typhons et les images de catastrophes qui nous causent du tort, les investissements ont rapidement augmenté. En plus des dégâts causés par les tempêtes et les inondations, les systèmes de canaux remplis de déchets et d'autres débris sont obstrués. D'après le gouverneur, une mesure est bénéfique. Le programme Food for Work, financé par le gouvernement et destiné aux familles à faible revenu. Mis en place en 2006, il échange un sac de 5 kg de riz contre une journée de travail pour nettoyer les canaux. Un programme de reforestation est mis en place pour stabiliser les pans de collines. Et 318 hectares de mangroves ont été replantés afin de former une barrière contre les déferlements lors des tempêtes. Si votre région est propre, vous avez de l'air frais et la communauté est en bonne santé. Le concept Food for Work est employé également pour récompenser les personnes qui suivent l'ordre d'évacuation. Je leur donne 5 kilos de riz pour leur participation. Nous sommes les seuls à avoir un programme d'évacuation anticipée. Nous l'avons pratiqué de manière constante depuis des années. Et 5 kilos, c'est beaucoup pour une famille ordinaire en termes de défraiement pour le dérangement. Le programme d'évacuation sauve des vies et de l'argent parce qu'il réduit les coûts pour financer les équipes de sauvetage. Afin de protéger les populations côtières de la montée du niveau de la mer et des tempêtes, un ambitieux projet de reconstruction est en cours. 5700 nouvelles habitations ont déjà été construites sur les hauteurs et 10 000 de plus sont prévues. Les villageois sont encouragés à passer de la culture du riz à celle des patates douces. La patate résiste bien mieux que le riz au typhon. Elle ne subit pas le vent car elle pousse à ras du sol et peut pousser sur les hauteurs sans irrigation. Le tsunami aurait submergé de nombreuses villes. Le 11 mars, l'alerte au tsunami est un sérieux test pour la politique de perte zéro. La vague n'arrivera pas jusqu'aux terres, mais à cet instant, personne ne le sait.
Nous nous rendons sur les lieux avec la photographe de presse, Raïd Barcia, qui couvre l'évacuation. La plupart des personnes fuient loin de leur maison en raison de la menace de tsunami. Mais d'autres décident de rester. Je ne sais pas pourquoi. Précédemment, Raïd avait rencontré une communauté locale qui fait office de guide et participe à la coordination de l'évacuation. On connaît les ravages du tsunami, c'est pourquoi nous sommes si inquiets. C'est très dangereux sur les côtes. Nous faisons donc en sorte que les enfants et les personnes âgées se réfugient sur les hauteurs. 99% des personnes quittent leur maison pour se réfugier en lieu sûr. Ce n'est plus un exercice, c'est une menace réelle. Même les cochons sont évacués. Ils emmènent avec eux leurs vaches, leurs cochons, leurs poules. Un jour, sur la plage, Raïd découvre avec surprise que seulement 1 heure avant la première vague du haut choc, certaines personnes n'ont pas suivi l'ordre d'évacuation. Peut-être qu'ils n'avaient pas peur. Parfois, le gouvernement doit faire face à ce problème. Certaines communautés ont la tête dure. Mais la plupart s'exécutent. Lors d'un ordre d'évacuation, 85% des habitants des côtes estiment que le risque dû au tsunami est réel et se réfugient à l'intérieur des terres. Mais pour le gouverneur, malgré l'efficacité de la politique de perte zéro, c'est une solution temporaire. D'après lui, la seule solution à long terme réside dans un accord international impliquant tous les pays. Chaque jour, lorsque je me réveille, je prie pour un changement d'état d'esprit chez les leaders de ce monde. L'adaptation n'est pas la seule réponse, bien qu'elle soit pour nous, dans notre situation, un impératif. Je pense qu'au niveau global, c'est l'atténuation qui est impérative. Le passé et le présent se heurtent à Can Tho, la plus grande et prospère ville du delta du Mékong, au sud du Vietnam. Les agriculteurs empruntent les rivières et voies navigables du delta pour se rendre au marché flottant de Can Tho, afin d'y vendre une grande variété de fruits et légumes, tels que mangue, ananas, fruits du jacquier et riz. Presque 2 tiers de la population mondiale vit en Asie, et le riz est la nourriture de base. Le delta du Mékong s'étend sur 39 000 km², une région plus grande que la Belgique. Ces rizières produisent la moitié du riz consommé au Vietnam. Cependant, la moitié des rizières du Mékong sont situées à moins de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'eau salée détruit les rizières. On estime qu'1 million d'hectares a déjà été contaminé. Alerté par la montée du niveau de la mer, le gouvernement vietnamien prévoit cette montée à 1 mètre d'ici la fin du siècle. Ne rien faire signifierait que plus du tiers du delta du Mékong se retrouverait submergé. Je peux affirmer que les changements climatiques ont eu un réel impact sur la production agricole et sur la vie des gens. Parce que la sécheresse, l'eau salée qui se déverse dans les champs et les tempêtes ont un effet très négatif sur l'agriculture et en conséquence sur les revenus des agriculteurs. La première ligne de défense sont les mangroves. Adaptées à l'eau saumâtre, elles forment une barrière naturelle à la force d'érosion de la mer. Cependant, on estime que la moitié des mangroves du Vietnam ont été détruites, principalement pour l'élevage de crevettes. Lors du tsunami de 2004, quelques régions bordant l'océan Indien avaient encore des mangroves en grand nombre. Celles-ci ont contribué à minimiser les pertes humaines et les dégâts sur les côtes. L'agence allemande d'aide internationale finance un projet de replantage des mangroves. En fait, les mangroves atténuent la force de la vague et protègent donc la digue contre l'érosion. En Thaïlande, une étude de 2005 a démontré qu'une forêt de mangroves intacte peut réduire la force de la vague de plus de 90%.
Sans cette barrière naturelle, le coût de maintien des digues est monté en flèche. Ces digues retiennent l'eau douce dans les rizières. Vous pouvez voir que tout ce qui est devant la digue a été emporté. Il reste quelques vestiges de mangroves ici et là. L'érosion atteint un rythme de 30 mètres par année. Il n'y a pas si longtemps, toute cette zone était recouverte de mangroves. Mais l'érosion est telle que ces mangroves ont été arrachées. Sans intervention, bien d'autres mangroves seront perdus. En 2007, un nouveau système de management des mangroves a été introduit au Vietnam. La conservation et le replantage en sont les principes de base. Voici le village côtier de Ao Tobe, dans la province de Soc Trang, au sein du delta du Mékong. Grâce au soutien de l'aide internationale, les autorités locales mobilisent les villageois pour la gestion de leurs mangroves protectrices. Environ 150 hectares sont entretenus pour différents usages, pour l'aquaculture et les récoltes durables. La forêt de mangrove apporte de nombreux avantages pour le village. La forêt agit comme une barrière contre les tempêtes et protège notre riz de l'eau de mer. Toute notre production agricole en tire des bénéfices. Nos élevages de crustacés tirent également profit de la forêt de mangrove, comme les crabes ou les coquillages qui y vivent. Depuis que nous avons commencé le co-management, nous sommes très heureux, car notre revenu journalier a augmenté. On gagne à présent de 50 à 60 000 dong par jour. Une récente étude de l'ONU a estimé le gain engendré par kilomètre carré de mangroves à 900 000 $ par année. Cette plantation, vieille de 10 ans, a été créée près du village de Ao Tobe. Ici, vous pouvez voir un espace naturel qui n'est pas artificiel. Vous pouvez y voir de jeunes plantes percées et bien poussées. Ce que nous faisons, c'est imiter la nature. Nous regardons comment la nature se régénère et nous apprenons d'elle. Nous l'imitons. C'est une situation gagnant-gagnant où nous obtenons la protection des côtes et des récoltes durables de ressources naturelles. Mais il n'est pas possible de stopper complètement l'eau salée qui s'infiltre dans les rizières. On estime qu'environ 1 million d'hectares de culture est contaminé par le sel et la montée du niveau de la mer ne fait qu'empirer les choses. Dans la province voisine de Tra Vinh, l'agriculteur Lee Van Chong a renversé la tendance, alors que ses voisins voyaient leur rendement diminuer, le sien augmenter. Dites-moi, pourquoi avez-vous testé de nouvelles méthodes pour faire pousser le riz? J'ai commencé à mettre en route ce modèle en raison des récents changements climatiques, des tempêtes et de l'intrusion de l'eau salée dans les rizières. La technique habituelle de production de riz n'apporte pas de profit aux agriculteurs. J'ai donc testé ce nouveau modèle, qui fonctionne très bien. La méthode de Lee Van Chong est basée sur le système d'intensification du riz. Mes voisins prenaient l'eau depuis ce canal. Ils gardaient l'eau dans les rizières selon la méthode habituelle, mais le riz mourait au bout de quelques jours parce que la salinité était très élevée, environ 3,8%. J'ai également inondé le champ, mais immédiatement après, j'ai pompé toute l'eau afin que le riz soit juste assez humide pour pousser. D'après Lee Van Chong, l'avantage d'inonder la rizière est d'empêcher les mauvaises herbes de pousser, mais le riz est en fait endommagé par le surplus d'eau, d'autant plus si son niveau de salinité est élevé. Au lieu de cela, Lee Van Chong transplante ses pousses sur des rangées et peut donc désherber entre les plants de riz. Cela contribue à l'aération du sol et à faire pousser le riz. Dans cette rizière, on a employé la culture traditionnelle au moyen de fertilisants et de pesticides. Pourtant, le rendement est toujours très faible. Alors que, pour la rizière des membres de mon groupe,
On a utilisé l'eau pour un bref laps de temps. Et avec les techniques d'intensification du riz, le rendement est très bon. À l'Institut de recherche sur le riz du delta de Quolong, on utilise la biotechnologie afin d'améliorer les variétés de riz. En collaboration avec des organisations telles que l'Institut international de recherche sur le riz, on développe des variétés de riz qui supportent mieux le sel et peuvent supporter de plus longues périodes d'immersion. C'est de la haute technologie, mais le docteur Nguyen Thi Long insiste sur le fait que le succès n'aura lieu qu'avec la collaboration des agriculteurs. En général, les scientifiques restent dans leur laboratoire. Mais nous pensons qu'il doit y avoir un contact avec les agriculteurs qui travaillent dans les rizières. Nous allons donc sur place et parlons avec eux afin de connaître les difficultés qu'ils rencontrent pour les aider. On échange des idées sur les variétés de riz et les conditions météo. On récolte également des idées. On écoute leur approche. Leur feedback est très important. Il est crucial pour le succès de notre étude lors du retour au laboratoire. Les environnementalistes sont de nos jours des supporters de la biotechnologie, parce qu'on peut faire d'une pierre deux coups. C'est une contribution au changement climatique. Cela diminue la nécessité de labourer. Cela équivaut à 8 millions de voitures en moins sur les routes et permet une agriculture durable que vous ne pourriez obtenir avec des technologies conventionnelles, et cela augmente la sécurité alimentaire. La question de la relation entre ces catastrophes extrêmes et le réchauffement climatique reste ouverte. Mais ce qu'on ne peut mettre en doute, c'est que l'étendue de la déforestation, la destruction des récifs coralliens et d'autres formes d'appauvrissement de l'environnement ont rendu les populations et l'économie de la région exposées à davantage de pertes humaines et à l'augmentation de la facture pour réparer les dommages.